Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official en ce samedi 11 octobre 2025. Au micro, vous êtes avec Senama. Bienvenue. À la une, Uvira. Des combats violents ont secoué aujourd'hui, samedi 11 octobre 2025, le rond-point Kavimvira. Selon une source locale, il s'agit d'un affrontement opposant les factions Makanaki et Kachumba, deux groupes Wazalendo. Les témoins rapportent que les échanges de tirs étaient immenses, provoquant une atmosphère de panique parmi les habitants. La circulation a été interrompue et plusieurs commerçants ont fermé par précaution. Les forces de sécurité étaient présentes sur place, mais la situation reste instable. Les populations locales sont appelées à rester prudentes et à éviter les secteurs jusqu'à nouvel ordre. La situation continue d'évoluer rapidement et les autorités surveillent de près. La société civile d'Uvira s'interroge sur la prise de conscience de Kinshasa face à ces événements. L'alliance des forces de l'État de Kinshasa, composée des FARDC, des FDLR, de Wazalendo et des éléments de FDNB, Forces du Burundi, continue de mener des frappes aériennes en utilisant des avions de combat, notamment des Sukhoi 25 ainsi que des drones. Elle a tenté une opération la nuit dernière à Luinja, dans le sud Kivu, sous le contrôle de l'AFC M23. Le drone de cette alliance a été abattu dans la nuit du 10 au 11 octobre 2025. Ces attaques aériennes font suite à celles du 9 octobre 2025 lorsque Kinshasa avait frappé les zones de Chabunda occupées par la FCM 23. Ces frappes se sont révélées inefficaces car elles ne permettent pas à Kinshasa de reprendre les territoires perdus. Massissi. Un élève décède suite à des châtiments corporels infligés par son chef d'établissement à Kalinga. Un élève de 17 ans, Tuishi Bonane, inscrit en 7e année à l'Institut Philadelphie, a perdu la vie le jeudi 9 octobre à la suite des sévices corporels que lui aurait infligé le chef de l'établissement scolaire dans la localité de Karinga, groupement Bigiri, territoire de Massissi, au nord Kivu. Selon plusieurs sources sur place, l'incident est survenu aux environs de 10 heures du matin, lorsqu'un groupe d'élèves aurait tenté de sécher les cours avant d'être intercepté par le préfet des études de l'établissement. En guise de punition, ce dernier aurait décidé d'administrer publiquement des châtiments corporels aux élèves concernés devant leurs camarades de classe. Et l'un des élèves, Tuishi Bonane, n'a pas supporté la douleur infligée. Il a été rapidement conduit à l'hôpital général de référence de Massissi, où il est décédé quelques heures plus tard de suite de ses blessures. Des sources locales rapportent que le chef de l'établissement, M. Claude Kitsa, serait en fuite depuis l'après-midi du même jour. Sa destination demeure inconnue. Le préfet des études a reconnu les faits tout en déclarant que l'incident s'est produit indépendamment de sa volonté. Il a dit, je cite, « J'étais à mon bureau, j'ai vu de loin 5 élèves qui voulaient sécher les cours. Je suis parti les ramener. J'ai administré à chacun 2 coups de bâton dans leur salle de classe. Je suis rentré au bureau quelques minutes après. On m'a alerté que l'enfant avait piqué une crise. En y arrivant, nous avons conduit l'enfant à l'hôpital.
L'infirmier a annoncé le décès et selon l'autopsie, l'enfant était traumatisé. L'incident est arrivé, mais pas de ma propre volonté, sinon l'école n'est pas un lieu de châtiment corporel pouvant causer la mort de l'enfant. Nous savons très bien que l'enseignant dans son métier est un parent de l'élève, même si chacun interprète cet incident à sa manière, a-t-il indiqué. La société civile locale ainsi que l'ancien conseil du Parlement d'enfants confirment l'information et dénoncent avec vigueur cet acte qu'ils qualifient d'inacceptable et anormal. Un acteur de la société civile appelle les autorités éducatives et judiciaires à prendre des mesures concrètes pour éradiquer les châtiments corporels dans les écoles et traduire en justice les responsables de ces meurtres afin que justice soit rendue à la victime. En République démocratique du Congo, les châtiments corporels tels que le coup de fouet ou la fessée sont formellement interdits par la loi. Le système éducatif prône ces sanctions non violentes à visée éducative telles que des travaux de rattrapage ou des devoirs supplémentaires. Par ailleurs, en 2016, la République démocratique du Congo avait signé la déclaration sur la sécurité dans les écoles, s'engageant à protéger le droit à l'éducation, même en contexte de conflit. La Corée du Nord a dévoilé le Hwasong-20, son missile le plus puissant. C'est le missile le plus puissant de tout l'arsenal de la Corée du Nord. Il a été présenté lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le président Kim Jong-un. La cérémonie de vendredi 10 octobre 2025 qui s'est tenue dans la capitale Pyongyang a également permis d'exposer d'autres armes modernes nord-coréennes, notamment les missiles à longue portée et des drones de combat. Une place particulière dans cet événement a été réservée aux missiles Hwasong-20 de l'agence centrale de presse nord-coréenne KCNA a décrit comme l'arme nucléaire la plus puissante jamais détenue par la Corée du Nord. Le missile a été présenté par un long véhicule tracteur doté de 11 roues. Cette arme aurait une portée de 15 000 km, ce qui signifie qu'elle pourrait atteindre n'importe quelle région des États-Unis. Elle aurait une puissance de propulsion équivalente à 200 tonnes, autrement dit une force suffisante pour soulever simultanément environ 130 voitures. L'injustice commise par l'épouse du général Gabriel Nizigama en complicité avec Angeline Ndayishimiye. Nous sommes au Burundi. Les commerçants exerçants de la galerie, le leader dénonce vivement Madame Fabiola Ndereimana, épouse du ministre Gabriel Nizigama, qu'ils accusent de faire arrêter certains commerçants afin de céder leurs emplacements à Angeline Ndayishimiye, l'épouse du chef de l'État. L'objectif final serait, selon eux, que ces deux dames s'approprient toute la galerie. L'un des commerçants travaillant sur les lieux nous a écrit « Je vous salue, je souhaite que vous rendiez public l'injustice et les abus qui se passent actuellement dans la galerie Le Leader, ici à Bujumbura. Cette galerie appartient à la société Sokabu. L'épouse du général Prime Niyongabo en a fait l'acquisition officiellement. C'est elle qui en est la propriétaire.
Il y a ensuite nommé une gérante, Madame Fabiola Ndereimana, l'épouse du général Gabriel Nizigama, surnommée Tibia. Vous savez qu'elle entretient des liens très étroits avec Angeline Ndayishimiye. Autrement dit, l'épouse de Prime Niyongabo loue les emplacements aux commerçants et c'est Madame Tibia qui supervise les affaires. La première chose que Madame Tibia a faite, c'est de s'attribuer plusieurs emplacements. Elle en possède 6 à elle seule. Elle dispose d'une société appelée l'Odeco. Première personne qu'elle vient récemment de faire arrêter s'appelle Antoinette. Celle-ci est désormais emprisonnée à Mpimba. Elle travaillait là depuis plusieurs années, mais on l'a accusée d'exercer au Burundi alors qu'elle serait de nationalité rwandaise. Actuellement, une femme nommée Sandra Uwizeyimana vient aussi d'être visée et la police est en train de la rechercher. Elle exerce dans la location de vêtements. Elle aussi est accusée d'être rwandaise. Mais tout cela s'inscrit dans le même plan visé à chasser les commerçants de cette galerie pour faire venir l'épouse d'Évariste Ndayishimiye. C'est honteux de voir des personnes élevées en dignité, honorées et riches, utiliser leur position pour écraser des petits citoyens qui luttent simplement pour nourrir leurs enfants. Peut-être que si vous rendez cette situation publique, cela pourrait changer quelque chose. Pour l'instant, nous vivons tous dans la peur d'être expulsés à notre tour. Voilà, c'est ça le contenu de sa lettre. Un incendie s'est déclaré au lycée de Nyabigina, causant d'importants dégâts. Nous sommes toujours au Burundi. Le feu s'est déclaré dans la matinée de ce samedi 11 octobre 2025 dans le bâtiment du dortoir de cette école située sur la colline de Nyabigina dans la commune de Makamba. Les élèves de l'établissement indiquent qu'ils n'ont rien pu sauver car toutes leurs affaires, principalement des vêtements, cahiers et autres effets personnels, se trouvaient à l'intérieur du dortoir. Ils n'ont conservé que ce qu'ils avaient emporté avec eux en classe. Ces élèves demandent une aide urgente car ils ne savent pas comment ils vont pouvoir poursuivre leurs études. Selon Nahayo Alexandre, responsable du dortoir, 60 matelas, 30 lits et tous les matériels s'y trouvant ont été complètement détruits. Ils sollicitent une assistance rapide, affirmant qu'ils n'ont rien pu récupérer. À la surprise générale, le président Emmanuel Macron de la France a rétabli dans ses fonctions le Premier ministre qui venait de démissionner. Dans un communiqué publié par la présidence de la République de France, l'Élysée, ce 10 octobre 2025, il est indiqué que le président de la République a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre et lui a confié la mission de former un gouvernement. Le 9 septembre 2025, le président Macron avait déjà désigné Lecornu comme Premier ministre. L'opposition avait vivement critiqué cette décision, estimant qu'elle n'apporterait rien de changement, car Lecornu avait déjà occupé des postes importants dans les précédents gouvernements. Dans la soirée du 5 octobre 2025, Lecornu avait présenté la composition de son gouvernement, mais celui-ci fut également rejeté par l'opposition très influente à l'Assemblée nationale qui considérait que cette nouvelle équipe ne proposait rien de nouveau. Le lendemain, le 6 octobre 2025, Lecornu annonçait sa démission après seulement 27 jours en fonction. Sa démission fut acceptée par
le président Emmanuel Macron, qui devait alors désigner son successeur. Après son départ, le Cornu expliqua que l'un des principaux points de désaccord concernait le refus du président Macron de relancer la réforme des retraites, ce qui, selon lui, avait bloqué les discussions sur la formation d'un gouvernement. Il déclara: nous devons trouver un moyen d'ouvrir le dialogue sur la question de la réforme des retraites. Le Cornu ajouta que l'abandon de cette réforme qui devait relever l'âge légal de la retraite de 62 ans à 64 ans coûterait à la France près de 3 milliards d'euros d'ici 2027. Depuis le début de son second mandat en 2022, le président Macron a déjà nommé 5 premiers ministres, un signe d'une grande instabilité politique au sein du pays. Son second mandat a été marqué par un climat politique tendu ayant souvent fragilisé le gouvernement. Entre 2022 et 2025, 6 premiers ministres se sont succédés. Parmi les principaux sujets de désaccord entre les acteurs politiques figurent le budget national, la réduction de la dette publique, la fiscalité, la réforme des retraites, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des citoyens. L'ONU s'apprête à réduire de 25% ses troupes engagées dans les missions de maintien de la paix. L'un des hauts responsables de cette organisation a déclaré que des milliers de soldats déployés par l'ONU dans diverses missions à travers le monde seront rapatriés dans les mois à venir en raison de la politique du président Trump qui vise à réduire les aides financières que les États-Unis accordent à l'étranger. On estime qu'entre 13 000 et 14 000 militaires et policiers sur les quelques 50 000 actuellement engagés dans 9 missions de maintien de la paix de l'ONU à travers le monde seront renvoyés dans leur pays d'origine, ce qui aura également un impact sur la mission onusienne en Somalie. L'ONU prévoit de réduire de 15% son budget militaire pour cette année. Les pays où l'ONU mène actuellement des opérations de maintien de la paix comprennent notamment la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Soudan du Sud, le Liban, Chypre et Kosovo. Maria Corina Machado, originaire du Venezuela, remporte le prix Nobel que convoitait Trump. Machado a été annoncée comme la lauréate par le comité décernant ce prix lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Oslo ce vendredi 10 octobre 2025. Elle est opposante au gouvernement du Venezuela. L'an dernier, elle avait tenté de se présenter à la présidence, mais sa candidature n'avait pas été acceptée. Cette nouvelle pourrait déranger le président Trump, qui a longtemps exprimé son désir de contribuer à la paix et d'obtenir parfois ce prix lui-même. C'est une ambition qu'il affiche depuis son retour au pouvoir en janvier de cette année 2025. Au cours des dernières 24 heures, Trump a publié de nombreux messages sur Truth Social, affirmant qu'il méritait ce prix en raison des accords de paix négociés entre le Hamas et Israël pour mettre fin au conflit à Gaza, soulignant son rôle dans ces négociations. Depuis son retour au pouvoir, Trump a affirmé avoir stoppé cette guerre, y compris celle déclenchée par la Russie en Ukraine, bien que ce conflit soit toujours en cours. Trump montre un désir marqué d'être reconnu pour ses efforts visant à mettre fin aux guerres dans lesquelles les États-Unis ont été impliqués à travers le monde.
Madagascar. La situation a pris une autre tournure. Les militaires se sont joints aux habitants pour manifester, laissant planer l'ombre d'un coup d'État. Le nouvel homme fort d'Antananarivo, c'est le colonel Michael Randrianirina. Le soir du 11 octobre 2025, les soldats du corps CAPSAT, majoritairement des militaires de terrain, sont entrés dans la capitale Antananarivo en tirant, tandis que les partisans du gouvernement tenaient temporairement de les contenir en vain. Les soldats de la CAPSAT ont investi la grande place de la ville, connue sous le nom de place du 13 mai, où ils ont été accueillis par de nombreux habitants ravis du mouvement qu'ils avaient initié. Les habitants de Madagascar, principalement des jeunes étudiants, manifestaient depuis le mois dernier contre le gouvernement du pays, dénonçant l'absence d'eau potable, les coupures d'électricité, le manque d'attention au secteur de la santé et la corruption qui gangrène le pays. Voyant que l'État ne prenait pas en compte leurs revendications et qu'il leur envoyait plutôt la police et l'armée pour les réprimer violemment, ils ont demandé la démission du président Rajoelina. Le président Rajoelina a demandé aux habitants de faire preuve de patience et leur a demandé de lui accorder un an pour résoudre tous les problèmes. Mais ils l'ont ignoré et ont continué leur manifestation massive. Les soldats de la CAPSAT ont déclaré qu'ils avaient longtemps commis des erreurs sous l'influence du gouvernement malgache et qu'ils avaient pour mission de protéger la population et non de la brutaliser. Ils ont déclaré: nous, soldats, ne remplissons plus nos fonctions. Nous sommes devenus des complices. Nous avons accepté d'obéir et de mettre en œuvre des ordres, même non conformes à la loi, au lieu de protéger les habitants. C'est ce qui s'est passé dans la nuit du 25 et la journée du 26 septembre. Et la violence continue. La persécution des jeunes étudiants qui revendiquent leurs droits. Lorsque les soldats de la CAPSAT ont annoncé leur intention de se joindre aux manifestants, ils ont demandé à leurs camarades d'éviter tout affrontement avec eux. Vers midi, le ministre de la Défense a ordonné aux soldats de contenir la CAPSAT qui a répliqué: nous savons, nous sommes prêts, nous vous attendons. Le journal Jeune Afrique a rapporté qu'au moment où les soldats de la CAPSAT arrivaient sur les lieux de manifestation, le président Rajoelina avait déjà fui et n'était plus dans la capitale. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici arrivés à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senham.